vous en prie, voulez-vous mon journal? Excusez-moi, mais je suis tellement surpris de l'importance donnée à cette nouvelle. Quelle nouvelle? Le gros titre. Ça crève les yeux. Quoi, ça là? Oui, ça. Je vois pas pourquoi les journaux ameutent la population parce qu'un enfant de plus est né. Alors que nous sommes à l'âge atomique, à la veille de voyage dans l'espace. Eh, calmez-vous. Que vous satellites et vos fusées, c'est très bien ça. Mais cette nouvelle naissance n'est pas moins lourde de signification. Je ne vous suis pas très bien. Écoutez-moi, j'ai tout mon temps. Alors, si vous avez quelques instants à m'accorder, je vais essayer de vous montrer tout l'intérêt de cette question. Ce sera difficile, très difficile, mais enfin, je vous écoute. Ah, on peut toujours essayer, hein? Tenez, cette maman, ces gosses pleins de santé, cette petite vieille, comme vous et moi, forment les éléments de cette population qui vous intéresse si peu. Tenez, regardez. Regardez un petit peu cette photo. C'est l'ONU? Il est toujours bon de connaître les jugements portés sur nous à l'étranger. Les experts de l'ONU n'avaient pas manqué de noter qu'au cours des 100 dernières années, la France, autrefois le pays le plus industrialisé du continent, s'était laissé distancer par de nombreuses nations. Ils affirmaient ce retard dans le développement industriel est étroitement lié à l'état stationnaire de la population. Regardez les autres pays. Leur progression est gigantesque. Les USA, l'URSS, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie. Et puis voyez la France. Vous comprendrez alors son déclin depuis 1850. Si dans tous les pays civilisés, sauf chez nous, la population a pu s'accroître tout en élevant son niveau de vie, c'est grâce aux progrès techniques qui caractérisent notre époque. Comparé à l'accroissement de population de nos voisins d'Europe, à la montée en flèche de la Russie, des États-Unis, notre progrès est insignifiant. 19%. Pourquoi cette exception? Un siècle avant les autres, les Français se sont mis à pratiquer la restriction des naissances, prônée en Angleterre au début du XIXe siècle par l'économiste Malthus. Devant les crises sociales soulevées par la révolution industrielle, Malthus proposait comme remède la limitation des naissances. Il prétendait régler la population sur les ressources du pays. Mais il oubliait que l'accroissement du nombre des travailleurs permettrait d'augmenter le revenu national. Les faits lui ont donné tort, car sourds à ces leçons, les Anglais ont en un siècle quadruplé leur population, multiplié par 11 leur revenu national, et l'époque de la reine Victoria était pour l'Angleterre celle de la plus grande prospérité. Pourquoi elles ont des femmes et pas d'enfants? Elles sont vieux. Mais non, elles sont pas trop vieux. J'allais voir. C'est trop recherché. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mais non, pas 9, mon ami. 10. Oh, comme vous voudrez. Tu vas bien rigoler. 11. Pendant ce temps-là, suivant les conseils de Jean-Baptiste Say, les Français faisaient des épargnes plutôt que des enfants. Oh, vous allez voir ça, le galopin. Que je vous y reprenne, tiens. Oh, mon pauvre petit chat.
Résultat, de 1876 à 1935, les naissances sont passées de 1 million à moins de 650 000. Le nombre moyen d'enfants par famille, qui était de 4 en 1830, descendit à 3 en 1890. Il tomba à 2 en 1935. Les conséquences de cette dénatalité continue n'ont pas tardé à se faire sentir. C'est en pleine paix la dépopulation. En 1936, 50 de nos départements enregistraient plus de décès que de naissances. Pour comprendre la gravité d'une telle situation, il suffit d'une comparaison avec nos voisins. Voilà quel était en 1850 le nombre d'habitants par kilomètre carré. Et voici ce qu'il en est 110 ans plus tard. L'Italie, de 90 habitants par kilomètre carré en 1850, passe aujourd'hui à 168 habitants. La Suisse, de 58 à 126. La Grande-Bretagne, de 90 à 210. Le Benelux, de 120 à 300. L'Allemagne, de 66 à 210. La France, qui avait 70 habitants kilomètre carré en 1850, n'en a seulement que 82 en 1960. Vous voyez que notre pays est encore clairsemé. Ainsi, à l'étranger, la forte natalité permettait d'essaimer dans le monde entier. En 50 ans, 5,5 millions de Britanniques, 3,5 millions d'Allemands, 7 millions d'Italiens, des Espagnols, des Belges, des Polonais quittèrent leur sol. Ils s'établirent en Amérique, mais aussi en France, car notre faible natalité créait d'énormes vides. De 1861 à 1931, 3 millions d'étrangers viennent travailler et s'installer chez nous. Il ne faut plus s'étonner du déclin de l'influence française. En 1800, il y avait un Français sur 6 Européens pour 31 habitants dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Français sur 10 Européens pour 62 habitants dans le monde. Notre importance relative a diminué de moitié. De plus, notre population a terriblement vieilli. La proportion des personnes âgées n'a cessé de s'accroître pour devenir bien supérieure à celle des autres peuples. De 1851 à 1951, elle s'est accrue des 2 tiers, passant de 99 à 162 vieillards pour 1000 habitants. À ce rythme-là, nous en compterons 180 en 1970. Bon, et alors? C'est la proportion la plus forte du monde. On aurait pu s'en apercevoir avant. Eh oui, mais en France, personne ne s'en inquiétait. La population augmentait, faiblement certes, mais elle augmentait. C'était plutôt rassurant. Ah non. Non, c'était très inquiétant. Car ce léger accroissement était dû à l'allongement de la durée moyenne de la vie et à l'immigration étrangère. Je vois. Nous avions plus de vieillards et pas assez de ces enfants qui, plus tard, en supporteraient la charge. Exactement. Du reste, il est très facile de se rendre compte. Comment cela?
La pyramide des âges, ça ne vous dit rien? Si, je connais de nom. Ah. Regardez. Imaginez une pyramide. Avec des gradins, comme ça. Chacun de ces gradins représente de 10 ans en 10 ans les éléments d'une population normale. À gauche, les hommes, à droite, les femmes. À la base, les moins de 10 ans. Leur grand nombre assure la solidité de la pyramide. À l'étage supérieur, un peu moins nombreux car il en meurt, les jeunes de 10 à 20 ans. Puis viennent les adultes jeunes de 20 à 30 ans et de 30 à 40 ans. Leur nombre diminue sensiblement en remontant dans le temps. Cela va en s'amplifiant pour les adultes d'âge mûr. Enfin, les vieillards, restant de moins en moins nombreux. Les couches productives et actives de cette population se situent entre 20 et 60 ans. Le reste, enfants et vieillards, est à leur charge. Là réside tout le problème. Prenons cette pyramide 10 ans plus tard. Les centenaires ont disparu, mais sont remplacés par la génération suivante. Chaque couche passe à la rangée supérieure, diminuée de ses morts. La génération montante pousse la population vers le haut. Enfin, les nouveau-nés. C'est ainsi que cela se passe dans des conditions régulières de renouvellement de la population. Il y a un siècle, notre pyramide présentait un profil très normal avec une base solide due à une saine vitalité. En 1900, le profil tend à devenir vertical et dénonce la diminution de notre natalité. La pyramide se ruine à la base. En 1921, la pyramide porte les marques de la guerre. Perte en hommes, manque de naissance. Quand les classes creuses parviennent à l'âge adulte, de 1935 à 1945, les cercueils l'emportent sur les berceaux. C'est pourquoi à la Libération se posait une question dramatique. La France ne serait-elle plus qu'une grande lumière qui s'éteint? Après cette tourmente, notre pays se retrouvait blessé et ruiné avec 40 millions et demi d'habitants. Dès 1946, la France réagit. De 620 000 en 1938, le chiffre annuel des naissances passe à 850 000 de 1946 à 1950 pour se maintenir ensuite à plus de 800 000. C'est une reprise de vitalité sans exemple dans l'histoire. En même temps, les progrès de la médecine réduisaient la mortalité, si bien que chaque année, les naissances l'emportent de 300 000 sur les décès. D'une population vieillie, nous passons progressivement à une population qui rajeunit par la base. Et nous sommes maintenant 45 millions de Français. Heureusement, dès 1965,
La montée des jeunes va augmenter le nombre des hommes actifs. Est-ce que vous saviez que de 1946 à 1960, les moins de 14 ans sont passés de 8 à 10 millions et demi? Là, vous voyez, on peut maintenant espérer en l'avenir et même parler de véritables miracles démographiques. Et si votre miracle dégénère en catastrophe? Que voulez-vous dire? 45 millions aujourd'hui, 50 demain, 80 après-demain. S'il naît trop d'enfants, nous courrons au surpeuplement. Ce sera de nouveau la misère, le chômage, l'inconfort. Mon pauvre ami, vous vieillissez. Un pays est surpeuplé quand ses ressources ne sont plus suffisantes pour maintenir la population à un niveau de vie normal. On voit fréquemment cela en Asie ou en Afrique. Mais chez nous? Oh, mais chez nous, c'est tout différent. D'abord, nous avons l'espace, les richesses, et puis l'intelligence nécessaire pour réaliser un meilleur équilibre entre les ressources et les besoins. Et en quelque sorte, l'accroissement de la population permettrait d'augmenter le niveau de vie de chacun. Regardez la Suisse. Depuis un siècle, ce pays a doublé sa population. Il s'assure un niveau de vie très élevé, avec 126 habitants au kilomètre carré, ce qui correspondrait en France à une population de 68 millions. Pourtant, la Suisse ne possède ni port, ni mine, ni un seul comparable à celui de la France. Voici la France, terre accueillante et généreuse. Tout est là pour un grand épanouissement. Riche d'un passé brillant, la tradition en a fait le jardin de la pensée, des beaux-arts, de la poésie et des lettres. La France, c'est aussi la joie, c'est savoir bien vivre pour vivre longtemps. Cette gaieté s'épanouit dans le travail quotidien, véritable gage d'une vie familiale heureuse et prospère. Malheureusement, des terres restent encore à l'abandon. Une population vieillie et des méthodes trop souvent archaïques en sont les principales raisons. Beaucoup de ces terres peuvent produire, les experts sont formels. Il suffit par exemple ici d'un bon tracteur, d'un engrais peu coûteux et d'une irrigation rationnelle pour obtenir un fourrage supérieur en quantité et en qualité à celui de la Normandie. Oui, la France est riche. Or, nous ne sommes que 45 millions. Et disposons de sources d'énergie longtemps insoupçonnées, base de l'industrie et de la puissance de demain. La vieille terre limousine cachait une mine d'uranium, élément indispensable au progrès du pays. Cette activité nouvelle fait renaître toute une région. Au fin fond des Landes, de Parentis à Cazaux, 24 heures sur 24, jaillit du pétrole. D'autres derricks se mettent en place pour sonder les profondeurs en des lieux souvent insolites. Et nous possédons d'autres richesses. Lac, un exemple éloquent de nos possibilités futures. Il y a 10 ans, ce n'était qu'un petit village pyrénéen parmi tant d'autres. Aujourd'hui, de vastes cités industrielles sont nées grâce au gaz naturel. Cette source d'énergie a donné un nouvel essor à ce sud-ouest, voué longtemps à une économie arriérée et à l'immigration étrangère.
Les usines sont venues s'y fixer et permettent, grâce aux multiples emplois qu'elles fournissent, un développement sans précédent et une amélioration notable du niveau de vie. Voyez, à l'image de cette région, la France entière va changer de visage. Nous sommes suffisamment riches pour faire vivre et bien vivre, si nous le voulons, 80 millions d'habitants sur la terre de France. Au rythme actuel, nous n'atteindrons les 50 millions que vers 1975 ou 80. Mais alors, nous sommes loin du compte. C'est ce qu'il faut faire comprendre à ceux qui craignent que nous soyons bientôt trop nombreux. C'est que depuis un siècle, ceux qui se flattent de prévoir l'avenir n'ont jamais imaginé une avance aussi rapide du progrès technique et l'ouverture de tant de nouvelles carrières. Caravelle est devenu le symbole du renouveau français. Nos télécommunications acquièrent une renommée mondiale. Toutes nos entreprises, nos équipes de chercheurs attendent les renforts qui leur permettront d'élargir une action dont dépendent l'avenir et la prospérité de chacun. Une tâche exaltante de pionnier attend notre jeunesse. Mais il ne faut pas revenir aux erreurs du passé. Il faut définitivement stopper le vieillissement du pays. Le rajeunissement de la population doit continuer. Des écoles et des lycées neufs, des espaces verts doivent de plus en plus s'offrir à la jeunesse. Pour éviter à tout prix d'en revenir à l'enfant unique, il faut maintenir les avantages sociaux, qui ne sont en fait que des compensations. Ainsi, les jeunes ménages trouveront la sécurité matérielle et morale. Le taudis doit disparaître. Laisser la place à des ensembles modernes, clairs et sains. La vie familiale pourra alors s'épanouir. C'est la seule solution pour assurer aux enfants l'affection et l'éducation auxquelles ils ont droit. Il ne doit plus y avoir en France de régions sous-développées. L'aménagement du territoire doit apporter partout l'activité, la prospérité, la vie. À ces conditions seulement, la France deviendra un pays jeune, admiré pour sa variété, envié pour sa richesse, en Europe et dans le monde. Et voici reparti vers un nouveau destin, avec des possibilités sans cesse accrues. Mais au moment où le monde se rétrécit à l'échelle humaine, sachons préserver et développer les valeurs proprement françaises. Notre pays mérite une population à la mesure de ses chances et de ses responsabilités dans le monde. Quant à nos 45 millions de Français, vous voyez bien qu'ils méritent les honneurs d'un gros titre dans le journal. Tenez, vous lirez ça confortablement chez vous. Je crois avoir compris. Mais on n'a jamais assez compris.